Donc, ce webinaire qui va nous être présenté par Swazik autour de la question des décisions administratives et numériques pour essayer de simplifier notre compréhension des algorithmes et un peu de démystifier ce que sont les algorithmes, parce que finalement, c'est un terme qu'on utilise et qui peut être un peu fourre-tout et on ne sait pas toujours de quoi on parle. Il donne suite donc à un travail qui a été commencé par le collectif Changer de Cap, donc qui est un collectif qui a pour objectif d'essayer de favoriser la convergence des revendications sociales, écologiques, de la défense des services publics et de la recherche d'une démocratie réelle. Et donc, au sein du collectif, on rassemble des associations, d'autres collectifs d'ailleurs aussi, qui sont situés un peu partout sur le territoire. Et en début d'année, on nous a fait remonter des problèmes qui étaient donc liés aux prestataires de la CAF qui rencontrent un certain nombre de difficultés aujourd'hui pour toucher leurs aides sociales. Et à partir de là, on a commencé un travail en lien avec d'autres syndicats, d'autres collectifs, la Quadrature du Net et un certain nombre de personnes pour essayer de comprendre ce qui se passait au niveau des CAF et au niveau de la CNAF, et donc qui est pour une bonne part lié à l'utilisation de logiciels informatiques qui ne sont pas toujours très simples à comprendre. Bon, je vais laisser la parole à Swazik maintenant, qui va donc nous présenter le webinaire. Je te laisse te présenter aussi, Swazik. Merci à tous. Merci beaucoup, Louise, pour cette introduction. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va parler des algorithmes, ou en tout cas, on va démystifier le sujet. La présentation est enregistrée. Je précise aussi que les contenus sont disponibles en licence Creative Commons, donc ça veut dire que vous pouvez les réutiliser en créditant, on va dire, changer de cap, c'est bien. Voilà. Et merci beaucoup de cette opportunité. J'espère que ça va être un bon moment d'échange et d'apprentissage pour tout le monde, y compris pour moi. Alors, avant de commencer, je vais vous faire travailler un peu. C'est un petit peu extractiviste. Non, on appelle ça une activité. Première question, et je vous invite à répondre dans la discussion. Quand on vous dit algorithme, quand vous entendez le mot algorithme, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Et je vous propose qu'on prenne peut-être une minute pour que vous écriviez ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez ce terme. S'il y a des personnes qui ont des problèmes techniques, n'hésitez pas et vous pouvez allumer vos micros si c'est le cas, bien sûr. Je précise que ce n'est pas un quiz, il n'y a pas de mauvaise réponse. Alors, il y a une réponse de Pascal. On a plein de choses Eddie, déjà. Julie. Je lis recettes de cuisine, automaticité, procédure, programme informatique qui revient plusieurs fois, cette notion d'automatisation, cette notion de calcul, données, enchaînement compliqué, intelligence artificielle, calcul, apprentissage. Ouais, c'est très riche. Hein. N'hésitez pas, on peut encore prendre quelques secondes. Ouais, super. Et ben, ça nous fait déjà plein de mots à décortiquer. Et ça me montre aussi déjà que vous avez, je pense, une compréhension, en tout cas une connaissance déjà préalable de ce que c'est. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, va vous apporter un petit peu plus que ce que vous connaissez déjà, avec des règles déjà établies, plus numérique de calcul de probabilité statistique. Ah oui, je vais vous encourager aussi à couper vos micros en appuyant sur le bouton micro en bas de votre écran pour éviter les bruits de fond. Sélection d'informations par programme. Ouais, super. Et en fait, je peux voir la discussion pendant que je présente. L'informatique est vraiment tellement bien faite. Du coup, suite à ces concepts et ces mots qui reviennent un peu, automatisation, il y a même recette de calcul, vous allez voir, moi aussi, recette de cuisine, moi aussi, je l'utilise. Il y a le côté informatique, le côté processus.
L'idée, c'est de parler un peu de tous ces termes aujourd'hui pour vous permettre d'acquérir des clés de lecture sur les algorithmes et surtout sur les algorithmes dans l'administration, donc en regardant les définitions, les utilisations, les enjeux, les questions qu'on peut poser pour questionner justement les pratiques algorithmiques. Et puis ouvrir une discussion sur votre travail, en tout cas vos métiers, vos pratiques, votre expérience des algorithmes et puis aussi vos besoins pour la suite. Parce que c'est aussi un apprentissage pour moi et pour Estelle Harry que je vais vous présenter, qui a co-préparé le webinaire avec moi, qui m'a fait beaucoup de retours. L'idée, c'est de pouvoir échanger entre les personnes qui apportent le côté technique et les personnes qui apportent le côté terrain, quoi, qui est quand même au moins aussi important, voire à peu près sûrement plus important que ce que je vais vous présenter. L'une des choses que je voulais préciser, c'est que ce webinaire n'est pas un guide clé en main pour contester les algorithmes. La raison, c'est que pour pouvoir s'adapter à... déjà, on va commencer par d'abord poser les bases et puis ensuite de justement discuter des besoins. Peut-être que le besoin, c'est pas contesté, peut-être que le besoin, c'est questionné sur différents plans. Donc, en tout cas, on va se contenter aujourd'hui d'acquérir quelques clés de lecture. Et puis après, ça pourra mener à des échanges supplémentaires. En bonus, je vais même me présenter. Et d'ailleurs, si vous voulez dire qui vous êtes dans la discussion, vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé. C'est toujours optionnel. Moi, quand même, je vais me présenter pour que vous sachiez qui je suis. Je m'appelle Swazik Pénicaud. Je suis dans les enjeux sociaux et politiques du numérique. Et j'ai notamment travaillé pendant 4 ans dans l'administration centrale au sein de la direction interministérielle du numérique, où j'ai entre autres travaillé sur les enjeux de responsabilité en matière d'algorithmes publics. Donc responsabilité, on dirait plutôt redevabilité. En gros, c'est tout ce qui est transparence, explication, valeur, etc. Et donc, j'ai travaillé pendant 4 ans plutôt côté administration, justement, sur comment on implémentait différentes choses, y compris le cadre légal, même si je ne suis pas juriste. Et maintenant, je travaille en tant qu'indépendante toujours sur ces sujets, mais de l'extérieur de l'administration. Et je suis accompagnée dans l'ombre, mais elle a montré son visage quand même, par Estelle Harry, qui est doctorante en design, associée au centre de recherche en design de l'ENS et de l'ENSI, et qui est aujourd'hui là en observation, mais avec qui je travaille sur de nombreux sujets, donc on travaille vraiment en binôme. Alors, je vois une question de Muriel qui demande si la direction interministérielle du numérique dont j'ai parlé, c'est la même chose que la DINSIC, et la réponse est oui, sachant que la DINSIC a changé de nom en 2019, je viens de vous dire, je ne sais plus, 2018 ou 2019, et s'appelait depuis ce temps-là la DINUM, mais c'est exactement la DINSIC. Voilà, c'est tout à fait ça. Voilà, donc ça c'était qui je suis et un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour voir tout ça, et le message principal que je veux faire passer, si vous voulez après vous pouvez vous déconnecter, parce que c'est à peu près tout ce que je vais vous dire, en un peu plus étoffé. Le sujet de l'algorithme n'est pas que technique, il est aussi et surtout, je trouve, politique et social, et donc on peut tous et toutes avoir les clés pour toucher à ce sujet, même si on nous fait souvent peur avec des termes qui sont un peu longs et difficiles à orthographier. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on se donne jusqu'à 16h30, donc il nous reste 1h15, pour passer plusieurs choses en revue. Donc la première partie va être plutôt descendante. Je vais vous faire un petit topo des définitions et des usages des algorithmes dans l'administration. On aura ensuite un rapide temps de questions-réponses pour un premier temps, en gros, pour identifier si vous avez des questions, des choses que vous avez besoin de clarifier. Ensuite, on passera à la question des enjeux des algorithmes. Et puis ensuite, on ouvrira sur la question de comment on les questionne, comment on les remet en question. Suite à ça, on aura un temps de questions-réponses qui concernera toute la présentation. Et puis ensuite, on ouvrira sur un temps de discussion. En plus, vous êtes nombreuses et nombreux aujourd'hui, donc ça va être très riche, où on pourra discuter de vos pratiques, de vos besoins,
de vos expériences, etc. Voilà. Donc, si ça vous va, j'espère que ça vous va, je vous propose de commencer et d'entrer dans le vif du sujet et de se pencher sur ce que sont les algorithmes dans l'administration. Alors, en vrai, vous avez déjà donné plein de définitions d'algorithmes. Pourquoi j'en donne une au début? C'est parce que c'est bien de savoir de quoi on parle. C'est une définition que j'ai reprise de la CNIL, qui est sur leur site internet. Donc la CNIL, c'est la Commission Informatique et Liberté, qui est l'agence en charge de la protection des données en France. Un algorithme est la description d'une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. Et la CNIL donne effectivement l'exemple d'une recette de cuisine qui permet d'obtenir un plat à partir de ces ingrédients. Donc, si je fais des crêpes, j'ai besoin d'œufs, de lait, de farine, de sucre, et puis je les mélange dans un certain ordre avec une certaine quantité, et ensuite j'obtiens des crêpes. Et en fait, ça, en soi, c'est déjà un algorithme. Donc, on est sur des procédures qui ne sont pas nécessairement informatiques. Alors, deux choses importantes. Déjà, pour commencer, ce n'est pas la définition mathématique d'un algorithme. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, des personnes qui ont généralement un profil plus scientifique, qui vont nous dire « Ah bah non, mais vous, quand vous dites algorithme des impôts, en fait, ce n'est pas un algorithme parce que l'algorithme, c'est vraiment la formule mathématique qui représente ça. » L'idée, c'est de dire aussi que le terme algorithme, il peut vouloir dire plusieurs choses dans différents contextes. En l'occurrence, on va utiliser le terme algorithme pour définir à la fois la suite d'étapes et puis l'outil qui entoure cette suite d'étapes. Voilà. Et s'il y a des gens qui vous disent « Ah bah, ce n'est pas la vraie définition des algorithmes », moi, je trouve que vous pouvez leur dire qu'ils ont tort. En tout cas, sachez que nous, on va partir sur une définition assez maximale de ce que c'est qu'un algorithme. Et la deuxième chose, c'est que souvent, à la place d'algorithme, on pourrait dire autre chose. Et notamment des termes qui ont été utilisés dans ce que vous disiez au début, donc processus, calcul, programme informatique, j'ai mis quoi? J'ai mis outils, je pense, ouais. Pourquoi je dis ça? C'est parce que comme on va le voir, le terme, en fait, je vais vous montrer, je vais vous montrer après, mais le terme algorithme, enfin, les algorithmes sont utilisés depuis longtemps dans l'administration. C'est juste qu'avant, on n'utilisait pas nécessairement ce terme. Et c'est un terme qui peut servir aussi comme il est un peu à la mode avec l'intelligence artificielle dont on parlera plus tard. Ça peut être un terme que des gens utilisent à outrance, mais qui en fait peut être facilement démystifié en le remplaçant par un autre terme tel que procédure. Procédure, on connaît, hein, voilà. Donc ça, c'est sur la partie définition. Pour rendre ça un peu plus concret, je vais vous présenter une petite typologie des principaux usages des algorithmes pour ce qui est de la prise de décision administrative, parce que c'est ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui. Les algorithmes qui soit aident à la décision, soit prennent automatiquement des décisions. Le premier usage, c'est l'automatisation d'un calcul. Donc ça, c'est l'usage qui est le plus ancien dans l'administration. On est vraiment depuis le milieu du XXe siècle sur l'automatisation de choses qui peuvent être faites à la main par des humains. Par exemple, le calcul des impôts, le calcul des aides au retour à l'emploi, le calcul des aides sociales. Ça, c'est des choses qu'on pourrait faire à la main. C'est plus rapide de le faire par un programme informatique. Et donc là, on est déjà sur des algorithmes. L'avantage de l'algorithme étant que c'est plus rapide que si c'était fait manuellement. Le deuxième usage, c'est de faire correspondre un stock et un besoin. Il y a un cas qui est intéressant et je le mentionne aussi parce que ça peut éclairer sur dans quelle mesure les algorithmes peuvent être utiles ou en tout cas pas néfastes dans l'administration, c'est l'attribution des greffons cardiaques. En France, cette attribution est gérée par une agence qui s'appelle l'Agence de biomédecine, qui en fait organise l'intégralité du stock de dons de cœur au niveau de la France et donc les dispatchs entre différents hôpitaux et différents centres de santé. Et avant, cette procédure était faite par les médecins eux-mêmes, c'est-à-dire eux et elles-mêmes, c'est-à-dire que chaque hôpital, il me semble, avait un stock, recevait des dons
des organes à donner, et devait décider à qui les attribuer. Et en l'occurrence, en fait, il y a un enjeu, c'est qu'on n'a pas un stock d'organes infini, parce que ça dépend vraiment des circonstances. Et on a de l'autre côté des gens qui ont besoin d'obtenir des organes. Et donc la question, c'est comment on optimise cette répartition. Et ça, c'est plus facile à faire par un programme que par des humains, parce qu'avec le programme, on peut... alors, c'est plus facile. L'enjeu étant, par exemple, pour les greffons, d'enlever la pression qui peut peser sur les médecins de prendre cette décision, entre guillemets, en leur âme et conscience, et d'objectiver un peu les critères sur lesquels ces greffons seront attribués. Donc, en l'occurrence, l'Agence de biomédecine a fait une documentation suite à des grandes concertations sur les valeurs qui sous-tendent l'attribution des greffes. Donc, ça va être, par exemple, l'idée, c'est de donner les greffes aux personnes à qui ça va permettre de vivre le plus longtemps. Donc, ça peut être l'âge, ça peut être la proximité par rapport à là où se trouve l'organe. Donc, toutes ces règles sont listées dans un document. Et elles ont été ensuite transformées en programme informatique qui permet de matcher, de faire correspondre la base de personnes en attente de greffe et la base de personnes en attente, la base d'organes prêts à être donnés. Ça, c'est le deuxième exemple. Un exemple plus connu, mais plus controversé, je pense, c'est l'admission dans l'enseignement supérieur, donc APB puis Parcoursup, où là, il y a un stock limité en l'état actuel des choses, de place dans l'enseignement supérieur et un besoin de personnes qui veulent accéder à l'enseignement supérieur. Ce stock étant peut-être plus artificiel que celui des dons d'organes qui là est un peu plus indéniable et dépend moins de la volonté politique. Et le troisième usage dont on peut parler en termes de décision, ça va être la prédiction de situation. Alors là, j'ai donné un exemple qui est la prédiction du risque de faillite des entreprises. Donc, en France, on a un programme qui s'appelle, un outil qui s'appelle Signaux faibles, qui est utilisé par la Direction générale des entreprises pour identifier le plus rapidement possible, sur la base de beaucoup de données, donc d'informations, les entreprises susceptibles d'être en faillite ou en tout cas en difficulté financière dans les prochains mois, pour pouvoir les contacter et leur proposer des mesures qui, idéalement, peuvent les aider à éviter cette situation de faillite. Donc là, on est sur aussi en tout cas, on est sur une prédiction de situation, puisque pour l'instant, l'entreprise n'est pas en faillite. Mais à partir d'un certain nombre d'informations, on est capable de dire, bon, bah, elle est susceptible d'être en faillite. Vous remarquerez que jusqu'ici, je ne me concentre pas sur la CAF et les aides sociales. Et en fait, c'est un choix que je fais aujourd'hui pour donner un aperçu global de ce qui se passe dans l'administration, aussi parce que je n'ai pas spécifiquement travaillé sur les algorithmes de la CAF, et donc je n'ai pas forcément des informations très précises ou très factuelles à vous communiquer. Donc je préfère donner un cadre global qui s'inscrit dans le cadre de la campagne de changer de CAF, et qui peut ensuite être resserré sur la CAF. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de parler de plusieurs exemples et après de faire des liens peut-être avec où vous avez vécu. Voilà. Donc ça, c'est les différents usages qu'on peut avoir dans l'administration. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans la discussion ou de réaction, donc je crois que ça va. N'hésitez pas si ce n'est pas le cas. On a donc l'automatisation, la correspondance entre un stock et un besoin, et la prédiction de situation. Oui, Jean-Claude, qui a levé la main. Et en revanche, oui, n'hésitez pas à... Voilà, c'est une question. Tout à fait. À partir de la définition. Oui. Si un algorithme, c'est comme une recette de cuisine, je prends volontairement cette métaphore-là. Ça veut dire que quand j'utilise l'algorithme, je sais ce que je veux obtenir. Parce que quand je fais une recette de cuisine, moi, je sais ce que je veux obtenir. J'y mets des ingrédients. Je fais par exemple une blanquette de veau, j'y mets du veau, un tas de choses à côté. Je peux la rater parce que je la salerai trop ou que je mette trop de poivre, mais grosso modo, je sais ce que je veux obtenir. Et je n'obtiendrai pas un CV de sanglier ou... bon. Donc, ça veut donc dire, à partir de cette définition, qu'au bout du processus, on n'a jamais que ce qu'on a mis dans l'algorithme lui-même, c'est-à-dire dans le programme lui-même. Quelles que soient les informations qu'on y introduise finalement.
Je pense que oui. Je pense que si j'ai bien compris votre raisonnement, oui, en fait, on va déjà avoir identifié les choses qui vont mener au résultat. Et oui, si vous mettez un certain nombre d'informations en entrée, oui, la réponse courte est oui, je pense. Sauf si vous voulez élaborer sur votre question. Il y a Michel qui dit ça. Non, mais c'est notamment quand on dit prédire une situation. Là, on fait de la projection et théoriquement, on ne sait pas à quoi on va aboutir. Bon, Okay. Dans la réalité, l'algorithme, ça serait exactement l'inverse finalement. Et donc, ces prédictions ne sont jamais que des choses qu'on a déjà mis dans l'algorithme. Effectivement, j'y viendrai. Je vais y venir après. Très bonne remarque, je vais y venir après. Merci beaucoup. Je vois que Béatrice aussi a levé la main. Oui, bonjour. En fait, moi, je suis informaticienne, donc je peux effectivement, dans la question précédente, c'est tout à fait ça. Un algorithme ne peut traiter qu'à partir des informations qu'on lui a données en entrée. Que ce soit les instructions qui vont permettre d'analyser les données réelles, par exemple, si on se base sur l'attribution des greffons, il y a une liste de greffons, il y a une liste de patients avec des caractéristiques. Et l'algorithme va utiliser une suite logique prédéfinie d'instructions qui vont permettre de déterminer quel greffon va aller à quel patient. Donc, mais il faut au départ qu'il y ait une conception, je dirais, humaine de l'algorithme pour définir les règles. Voilà. Merci beaucoup pour ces éclairages et je pense que c'est parfait parce qu'en fait, vous faites la transition vers la partie suivante. Donc, je suis ravie. Franchement, c'est génial. Parce qu'en fait, effectivement, là où je voulais en venir juste après, c'est les différents types d'algorithmes qui existent. Donc, en faisant quelque chose de vraiment très basique, mais on en vient assez rapidement à la question algorithme ou intelligence artificielle. Parce que là, pour l'instant, je vous ai donné la définition d'algorithme. Mais vous allez me dire, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Comment les deux s'articulent-ils? Ou en tout cas, j'espère que c'est peut-être une question que vous êtes posée ou en tout cas à laquelle vous n'avez pas encore toutes les réponses. Bon. Alors, quelle est la différence entre les deux? La première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de définition universelle de ce qu'on appelle intelligence artificielle. C'est un terme qui existe depuis les années 1950, qui a recouvert beaucoup de choses. Ce qu'on peut dire, c'est, si on prend le terme intelligence et artificielle, c'est tout type de méthode qui permet à un ordinateur, à un programme informatique, d'imiter un comportement humain, donc de faire semblant d'être intelligent. Ça peut être jouer aux échecs, ça peut être répondre à des questions dans ce qu'on appelle les chatbots. Vous savez, comment puis-je vous aider? Vous tapez et ça fait semblant que ça a compris votre question et ça y répond. Ou bien prendre une décision administrative. Donc, on est sur une définition très globale, bien que techniquement, ça peut s'approcher de tout type d'algorithme qui permet de prendre une décision administrative. Mais en fait, la nuance que j'apporterais, c'est que très souvent, quand on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, on se réfère à ce qu'on va appeler le machine learning. Donc, en français, c'est l'apprentissage automatique. Apprentissage machine, c'est la traduction littérale. Mais dans l'informatique française, on dit plutôt apprentissage automatique, où on parle aussi d'algorithmes apprenants. Et là, il va y avoir une différence entre les algorithmes qu'on a appelés ici de manière très vulgarisée, classiques, par rapport aux algorithmes de machine learning. Dans un algorithme classique, on les appelle aussi systèmes de règles. L'idée, c'est effectivement ce qu'a dit Béatrice, c'est qu'on va, en tant qu'humain, déterminer les règles que l'algorithme appliquera. Donc, si on prend l'exemple d'une recette de cuisine, on va lister les règles de la recette. Voilà. Et ensuite, ces règles-là, si on parle d'algorithme informatique, on va prendre ces règles et des personnes avec des compétences techniques, donc des développeurs, développeuses et souvent des développeurs et développeuses d'ailleurs,
ou des data scientists vont traduire ces règles définies par des humains dans un langage informatique pour qu'elles soient exécutées automatiquement. Et ensuite, la différence, et je vais décrire ensuite le fonctionnement de machine learning, c'est que la différence dans les algorithmes de machine learning, c'est que les règles ne sont pas définies par les humains. En fait, ce qui est défini, c'est ce qu'on va choisir comme données pour, on va appeler entraîner les algorithmes, et ce qu'on va considérer comme un succès ou pas. Je vais tout de suite venir à ça. Et on reviendra à ce schéma après, donc si vous n'avez pas tout lu, c'est pas grave et c'est même tant mieux. Donc, les systèmes de règles, vous avez compris, c'est assez simple, hein, vous listez les règles et vous les traduisez. Là, je voudrais passer un tout petit peu plus de temps sur ce qu'on appelle les algorithmes de machine learning. Et pour ça, je vais vous donner un exercice. Alors, vous pouvez le faire dans votre tête ou dans le chat. En 5 secondes, continuez la série. Donc, la série, c'est 0, 3, 6, 9. Si vous devez trouver le chiffre d'après, alors je regarde peut-être que quelqu'un... Ah ouais. Et oui, Michel, et d'ailleurs, Michel avait dit si on a fait une erreur d'analyse, on reviendra après. 12, très bien. 12, 15, OK. Tout le monde est OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi c'est 12? Bon, c'est 12 parce que vous avez remarqué qu'à chaque fois, on montait de 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Donc, en fait, là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez cherché à comprendre ce qui était le motif, donc ce qu'on appelle en anglais le pattern, mais en français, on dit un motif répétitif, qui vous permettait de faire déjà 0, 3, 6, 9, et donc qui vous permet de déduire que si vous voulez continuer la série, il faut faire plus 3. Mais essentiellement, c'est ça que font les algorithmes de machine learning. C'est des nouvelles techniques d'apprentissage par les données, donc les données, c'est tout type d'informations, qui sont très performants pour trouver des motifs. D'accord ? Dans différents types de données, ça peut être des chiffres, ça peut être des images, ça peut être du texte, ça peut être des enregistrements vocaux, ça peut être tout un très grand nombre de choses. Et essentiellement, c'est ça qui a un peu, entre guillemets, changé ou en tout cas accéléré l'utilisation et qui a redonné de l'engouement au sujet de l'intelligence artificielle parce que c'est des techniques qui, depuis 10-15 ans, ont été extrêmement développées. En pratique, comment ça fonctionne? On va prendre l'exemple d'une entreprise qui veut accélérer son recrutement. Ils ont trop de CV, ils voudraient pouvoir scanner les CV des gens plus rapidement, ou en tout cas trouver des candidats plus rapidement. Donc, ce qu'ils vont commencer par faire, c'est choisir ce qu'on appelle un ensemble de données historiques. Donc, c'est ce que disait Jean-Claude avant aussi, et Béatrice, c'est choisir un ensemble de choses qui existent déjà qui vont ensuite pouvoir être utilisées par l'algorithme. Donc là, déjà, on voit qu'il y a plusieurs choix. Par exemple, pour accélérer le recrutement et trouver les meilleurs CV, ça pourrait être je trouve une base de CV disponible en libre accès sur Internet. Bon, ça n'existe pas beaucoup parce qu'il y a des enjeux quand même de protection des données personnelles. Ça pourrait être je choisis les CV de gens qui sont encore dans l'entreprise. Donc là, on a peut-être un risque de ne pas avoir assez de données. Bon, alors du coup, on peut choisir aussi, si on a cette base de données-là, tous les CV qu'on a reçus lors des recrutements précédents, en fait, tous les postes qu'on a déjà ouverts et les CV qui correspondent qu'on a reçus. J'ai cette pile de CV avec des CV qui ont été acceptés, des CV qui n'ont pas été acceptés. Ensuite, ce que je vais faire en tant qu'humain, donc là, c'est toujours la partie humaine, je définis ce qu'on appelle ma mesure de succès. Donc, je vais dire, moi, mon objectif final, c'est de recruter les meilleures personnes pour le poste. Alors, si on était dans une pratique d'algorithme classique, ce qu'on pourrait faire, c'est essayer d'objectiver les critères. Donc, on pourrait dire, on va faire une première règle sur le niveau d'expérience. Une deuxième règle sur le type de formation.
une troisième règle sur le potentiel d'amélioration de cette personne, donc le potentiel d'épanouissement dans l'entreprise et de mise en œuvre de ses capacités. Techniquement, on pourrait essayer de faire cet exercice de lister toutes les règles et de dire ce qui, nous, quand on lit un CV, nous fait nous dire « Ah bah ça, c'est une personne qui serait bien pour ce poste » ou « Ça, c'est une personne qui ne serait pas forcément adaptée pour ce poste ». Ce qu'on remarque, c'est que c'est extrêmement difficile parce que finalement, c'est quelque chose qui relève quand même de l'intuition humaine et c'est très difficile de faire une liste de critères objectifs. En fait, de faire une liste de critères exhaustifs. Sachant que, encore une fois, je précise, on est en train d'essayer de recruter des gens, mais on se base sur leur CV. Donc, on voit déjà qu'il y a plein de choix qui sont faits, on réduit les personnes à leur CV, etc. Mais bon. Donc, on se dit, en fait, c'est très difficile de faire cette liste de règles. On ne va pas y arriver. En revanche, maintenant, grâce aux techniques de machine learning qui sont très capables de reconnaître des motifs, ce qu'on va pouvoir faire, c'est dire dans mes données historiques que j'ai choisies au début, tous mes CV, je sais que, en tout cas, je décide que les CV des personnes qui ont été recrutées précédemment sont considérés comme des bons CV et les CV des personnes qui n'ont pas été recrutées sont considérés comme des mauvais CV. Je donne toutes ces informations à mon algorithme. Donc là, j'ai écrit modèle, mais ça veut dire algorithme. Donc là, c'est la partie technique. Je donne toutes ces informations, je lui dis, bon, bah voilà, tu as une base et tu as des CV qui sont bons et des CV qui sont mauvais. Ça, c'est les informations que je lui donne. Ensuite se passe la phase d'entraînement. Ce qu'on appelle entraînement, c'est qu'en fait, l'algorithme, donc le modèle, va prendre un CV au hasard et il va dire, bon, bah ça, je pense que c'est un bon CV. Et ensuite, il va vérifier la réponse que j'ai déjà donnée en disant, effectivement, cette personne a été recrutée, c'est un bon CV. Ou bien, ah non, cette personne n'a pas été recrutée, c'est un mauvais CV. Donc, si la prédiction de l'algorithme correspond à la réalité, entre guillemets, donc en informatique, on dit de la vérité de base, mais on voit bien que ces termes sont un peu problématiques. Mais en l'occurrence, s'il dit oui, c'est un bon CV et que c'est un bon CV, il le retient. S'il dit oui, c'est un bon CV et que ce n'est pas un bon CV, il le retient et il adapte sa méthode de prédiction. D'accord ? C'est d'ailleurs un peu ce que vous avez fait quand vous avez essayé de déterminer le motif 0, 3, 6, 9, 12. Peut-être que vous avez fait 0 plus 2, ça fait 2. Or, le deuxième chiffre, c'est 3, donc en fait, ça ne peut pas être 2. 0 plus 3, ça fait 3, donc c'est bon. 3 plus 3, ça fait 6, donc c'est bon. Donc en fait, vous avez fait ce processus itératif sans vous en rendre compte. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le modèle fait ses prédictions, les compare aux données existantes et continue à faire ça jusqu'à ce que ces prédictions deviennent de plus en plus justes. Et que la plupart, ce qui prédit correspond à ce qui s'est vraiment passé. C'est-à-dire, voilà, sur la base de ce CV, cette personne va être recrutée, et c'est le cas. Et c'est ce qui mène à la fin, c'est ce qui mène à la fin à l'algorithme qu'on va appeler entraîné, à qui on va pouvoir donner des nouveaux CV et qui va pouvoir dire bah, ce CV est bon ou pas, c'est-à-dire ce CV va mener à un recrutement ou ne va pas mener à un recrutement. Voilà, donc en fait, c'est vraiment ça, c'est les étapes d'apprentissage. Et c'est pour ça qu'on dit de l'apprentissage, parce qu'on dit aussi que ça ressemble à ce que font les enfants, c'est de l'essai-erreur. J'essaye, ça ne marche pas. Pareil, quand on apprend une langue, j'essaye, ça ne marche pas, je retiens, ça ne marche pas, je retiens. Et que c'est un processus itératif. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on n'a pas eu besoin de dire à l'algorithme voilà ce qui fait un bon CV. On a juste eu besoin de lui dire ça, c'est un bon CV, et l'algorithme déduit tout seul ce qui est un bon CV ou pas. Et c'est ça la grande différence avec les systèmes de règles, donc les algorithmes classiques. Donc en fait, sur ce schéma, on voit que dans les algorithmes classiques, il y a la définition des règles par les humains et ensuite son développement, alors que dans les algorithmes de machine learning, l'algorithme déduit lui-même les règles des données et de l'entraînement, des données qui lui ont été données par
lors de la phase d'entraînement. Et qu'ensuite, ça mène au même processus qui est, on retourne à la définition initiale qu'on avait donnée, à partir de données d'entrée ou d'informations en entrée, on obtient un résultat. Et au milieu, on a l'algorithme qui est la suite d'actions. Voilà. Je vois que Jean a la main levée. Oui, excusez-moi, je ne sais pas si c'est le bon moment de le poser, mais je voulais juste quand même glisser, parce qu'il y a un côté magique de l'intelligence artificielle dont il faut un peu se méfier. Il ne devine pas sur les données. Et la façon dont on le programme, le programme de l'algorithme d'intelligence artificielle, et il est très normatif. Je prends ton exemple 0369. La suite de 0369 est autant 0369 que 12. Et rien ne t'oblige de dire 12. C'est d'une certaine manière normatif de dire 12, 15, 18. C'est juste parce que sur une petite séquence, tu as considéré ça. Mais ça pourrait être 0369, 0369 ou encore d'autres. Ce qui fait que dans l'intelligence artificielle, et je pense que c'est un enjeu de société, si je suis grandiloquent, mais bon, un enjeu de compréhension, c'est qu'il n'a pas, ce n'est pas une découverte objective d'une réalité dans les données, c'est une approche relativement normative de la compréhension de ces données. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, les exemples qu'on a eu aux États-Unis sur le fait qu'il y avait une discrimination raciale, sexuelle et autres, n'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'en fait, ça porte une approche extrêmement normative. Mais je veux pas, je t'en parle peut-être après, donc je me tais. Parce que c'est la suite. Non, mais c'est impeccable, c'est exact, c'est tout à fait vrai. Et je vois aussi qu'il y a Michel qui mentionne dans le chat qu'il y a des problèmes de biais, de préjugés inconscients et qu'on risque de recruter toujours les mêmes profils. Parce qu'effectivement, on vient de dire que les bons profils, c'était les profils qu'on a déjà recrutés. Ben oui. Mais quid des profils qui ne ressemblent pas à ceux qui ont déjà été recrutés. Et il y a Muriel aussi qui a réagi en disant « Mais les mesures de stress sont donc des espèces de règles ». Et la réponse est oui, dans le sens « Alors, ce sont des règles humaines, mais effectivement, ce sont des critères qui sont choisis par des humains pour mesurer quelque chose. Donc, très clairement, c'est des règles qui sont définies. Ce n'est pas les règles au sens algorithmique du terme, dans le sens vous avez la suite d'instructions, mais c'est des critères. Complètement. Complètement. Ouais. Est-ce que... Bon, jusqu'ici, ça a l'air d'aller. Ce que je voulais aussi vous dire, donc là, on est rentré dans le sujet intelligence artificielle, machine learning. Ce sur quoi je voulais mettre l'accent tout de suite, c'est que, j'ai oublié un S à technique, mais là, on est en train de parler d'algorithmes qui sont plus compliqués techniquement que, mettons, des fichiers Excel qui permettent de faire des classements. Ça ne veut pas dire que ces algorithmes vont être plus ou moins dangereux que des algorithmes plus simples, que des outils plus simples. Alors là, on a fait quelque chose, alors c'est pas scientifique, hein, il n'y a pas d'échelle, mais si on prend quelques exemples en reprenant la typologie mentionnée avant, automatisation d'un calcul, faire correspondre une offre et une demande et prédire des situations, on voit que le niveau de risque, ou en tout cas le niveau de conséquences possibles sur une personne ou la société n'est pas relatif à si l'algorithme est complexe ou pas. Par exemple, la lecture de plaques d'immatriculation dans un parking. Vous savez, bon, bref, ça demande ça s'appelle du computer vision, c'est traitement de l'image. C'est très compliqué techniquement de lire des plaques d'immatriculation. Enfin, ça dépend de quoi, mais bon. En tout cas, c'est des processus d'intelligence artificielle. La conséquence, en tout cas à mon avis, ce n'est que mon avis, c'est toujours sujet à débat, est peut-être moindre que celle de l'attribution d'un greffon cardiaque, où là, les règles sont définies par l'agence de biomédecine, ou même que le calcul des aides sociales. En revanche, effectivement, on va avoir, dans la question de prédiction des situations, un algorithme que Jean a mentionné, il me semble, donc de justice prédictive, notamment aux États-Unis, d'évaluer le risque de récidive de personnes, qui là peut avoir des très grandes conséquences et qui fait appel à l'intelligence artificielle. Ce qu'on remarque aussi, le dernier point, c'est en rose, donc vous avez les algorithmes qui font appel
de l'intelligence artificielle, à du machine learning, et en bleu, les algorithmes qui sont plutôt des systèmes de règles ou des systèmes purement statistiques. On voit que le développement du troisième type d'algorithme, donc qui sert à prédire des situations, a été accéléré par ces nouvelles méthodes de machine learning dont on dit qu'elles peuvent prédire la difficulté à prévoir des situations inattendues. Donc là, toujours parce que ces algorithmes apprennent des données passées. Troisième, c'est un enjeu de discrimination indirecte, et je vais y revenir. J'ai encore rajouté un S par accident, donc je suis désolée. Le quatrième, c'est un enjeu d'évaluation de l'efficacité de ces algorithmes. Et le cinquième, c'est un manque d'explicabilité. Alors, on va faire un premier zoom sur la reproduction de biais passés. En fait, vous avez déjà répondu à cette... vous avez déjà touché du doigt cet enjeu. Si on reprend cet exemple du recrutement dans l'entreprise, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, en 2018, il y a eu un mini-scandale, il y a eu un scandale par rapport à Amazon, un des nombreux scandales, qui était que Amazon a utilisé apparemment un outil en interne, donc basé sur un algorithme de machine learning pour recruter, et qui s'était basé sur les CV des gens qui avaient été embauchés précédemment. Et en fait, ces gens étaient majoritairement des hommes. Et ce qui a entraîné, ce qui était des hommes qui jouaient par exemple à des sports type le lacrosse, qui est un jeu comme du j'ai envie de dire du baseball, mais pas exactement. C'est un jeu américain, quoi. Bref, un certain type d'hommes, plutôt étant passés par les mêmes universités, etc., et qui du coup, quand ils voyaient des CV avec des mots-clés qui présageaient du fait que la personne sur le CV était une femme, les considéraient comme pas adaptés, puisque les personnes recrutées auparavant avaient été des hommes. Donc, l'algorithme ne pouvait pas réfléchir par lui-même, et donc que les femmes qui n'avaient pas été recrutées avant devaient continuer à ne pas être recrutées. Voilà. Donc ça, c'est typiquement une reproduction de biais passés et de biais sociétaux également. Si la société est biaisée ou si l'entreprise est biaisée, on va avoir des algorithmes qui reproduisent ces biais. Du fait des données d'entraînement, donc la première étape qu'on avait choisie, c'est des données historiques qui ont été choisies lors de la construction de l'algorithme. La deuxième chose, c'est un risque de discrimination indirecte, et avec aussi des boucles de rétroaction. Donc, je vais y venir. Le cas que je vais vous présenter ici, c'est un algorithme de lutte contre la fraude qui a été mis en place aux Pays-Bas. Alors, il y a eu plusieurs scandales d'algorithmes de lutte contre la fraude aux Pays-Bas, mais celui-là, c'est le premier. Il y en a eu un deuxième récemment, sur les aides sociales à l'enfance. Mais celui-là, c'était sur lutte contre la fraude en général. Et en fait, cet algorithme était problématique à plusieurs niveaux. En fait, il a été déterminé que il était utilisé majoritairement dans les zones où il y avait le plus de demandes d'aide sociale. Et du coup, il n'y avait pas une discrimination directe de certaines populations, mais il se trouve que les quartiers où il y a le plus de demandes d'aide sociale sont souvent des quartiers moins favorisés. Et donc, indirectement, on touchait des types de populations qui étaient moins favorisées. Ça, c'est important parce que souvent, on va dire oui, on va rendre cet outil, il n'y a pas de problème de biais dans cet outil parce qu'on ne vise pas un certain type de population, mais en fait, il y a plein de facteurs indirects qui peuvent rapporter à ce type de population. Pareil pour du temps partiel, par exemple, il y a beaucoup plus de temps partiel chez les femmes, donc un algorithme pousse les femmes à cause de ça. Ça, c'est quelque chose qui est remarqué par le défenseur des droits. Et d'ailleurs, cet exemple-là est cité dans un rapport très intéressant du défenseur des droits associés. Quand on parle de boucle de rétroaction aussi, et là, toujours, on est sur ce principe fondamental que l'algorithme se nourrit des données qui lui sont fournies. Donc là, quand on parle de boucle de rétroaction, c'est pas le terme technique, c'est pas son application à l'informatique, je le précise, mais ça veut juste dire qu'en fait, les contrôles, par exemple, dans la lutte contre la fraude qui va être fait, plus on va contrôler un même type de population, plus ça va renforcer l'idée préconçue que type de population fraude plus que d'autres, puisque les autres personnes ne vont pas contrôler, donc vont considérer comme fraudant moins de facto. Donc en fait, plus on contrôle les gens, plus on va trouver des fraudes ou des erreurs ou de n'importe. Et donc, plus ça va nourrir cette idée que ces gens doivent être contrôlés.
Et ça, c'est une idée très importante à garder en tête, parce qu'on voit bien qu'en fait, sinon, on ne fait que perpétuer des idées reçues, quoi. Donc ça, c'est autre chose qui est importante et encore une fois importante, puisque les algorithmes de machine learning se nourrissent des données qu'on leur fournit. La troisième chose que je voulais mentionner spécifique aux algorithmes de machine learning, c'est l'opacité technique de ces systèmes. Parce que dans les algorithmes dits classiques, c'est-à-dire les systèmes de règles dont j'ai parlé précédemment, on les connaît, les règles. Et on peut d'ailleurs les retrouver dans les programmes informatiques. Ce n'est pas difficile à déchiffrer, pour peu qu'on connaisse l'informatique. En revanche, les algorithmes de machine learning sont plus complexes et les règles qu'ils déterminent, ce n'est pas des règles qui ensuite vont sortir en langage humain. Donc en fait, on ne va pas pouvoir leur donner les CV et qu'ensuite l'algorithme puisse justifier et dire j'ai choisi ce CV parce que ça et ça. Enfin, ce n'est pas aussi direct que ça, puisque c'est juste dans l'algorithme, il y a des pondérations mathématiques et des vecteurs qui ne sont pas compréhensibles en langage humain. Donc en fait, ça va être beaucoup plus difficile de pouvoir justifier la décision. Or, cette opacité technique, donc d'une part, elle est dangereuse parce qu'on ne sait pas forcément ce qui a mené directement à la décision, mais ensuite, elle peut cacher un certain manque d'efficacité, puisqu'il y a aussi ce mythe que les algorithmes sont toujours efficaces à 100%, ils peuvent tout prédire et sont même plus efficaces que les humains. Mais en revanche, alors il y a ça, c'est un cas qui a été beaucoup commenté. C'est l'algorithme de Compass, qui est un algorithme de prédiction de aux États-Unis, qui a été accusé d'être discriminant envers les personnes noires, mais dont il a également été montré qu'en fait, son système n'était pas plus efficace que des personnes qui étaient au sort et qui devaient déterminer si telle ou telle personne était à risque de récidive. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que derrière la boîte noire des algorithmes de machine learning ou d'intelligence artificielle, encore une fois, ces grands termes, se cachent souvent des systèmes qui sont beaucoup moins performants que ce qu'on croit. Et ça pose aussi des grands problèmes en termes de promesses et d'affirmations qu'il ne faut pas hésiter à challenger. Et d'ailleurs, ça a été montré qu'en fait, cet algorithme se basait sur seulement 2 critères, donc il n'y avait pas besoin de croire qu'il se basait sur un nombre d'informations incroyable. Donc ça, j'ai fait quelques petits zooms pour vous montrer différents enjeux. On pourra y revenir, bien sûr. Je voulais rapidement vous emmener aussi sur les enjeux spécifiques au système de règles qu'on oublie souvent, parce qu'on se concentre sur l'intelligence artificielle, mais en fait, dans l'administration, il y a aussi beaucoup d'algorithmes classiques et qui emportent des enjeux spécifiques. Vous remarquerez que là, j'en ai mis 2. Je n'ai pas mis biais dans les données, parce qu'en fait, les systèmes de règles, on n'a pas de données historiques d'entraînement. Donc, dès qu'on parle de biais dans les données historiques ou de biais dans les données, ça ne peut pas les systèmes de règles. D'accord ? Pour autant, il y a des enjeux spécifiques. La première, c'est le choix des règles qui est fait par des humains. Et la deuxième, c'est s'assurer que le code informatique correspond à la loi quand il existe une loi. Et là, je vais détailler les 2 exemples. Le premier exemple, c'est pour montrer qu'en fait, les systèmes de règles ne sont pas de discrimination. Premier exemple, c'est que, je vais vous donner 2 exemples concrets. Le premier, c'est en Espagne, il y a un algorithme qui est utilisé pour prévenir les violences conjugales, en fait, pour identifier les personnes, lors des prises de plainte, les personnes qui sont les plus à risque de subir des violences, en tout cas les agresseurs qui mettent la personne le plus à risque. Donc, c'est en fonction de la situation décrite par la femme qui porte plainte. C'est majoritairement des femmes. Ce système a fait l'objet d'un audit externe par la fondation Ethicas, une fondation récemment, en association avec une association qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles en Espagne. Et il se trouve qu'ils ont identifié que les critères qui étaient pris en compte pour déterminer le niveau de risque des agresseurs étaient majoritairement des critères physiques et beaucoup moins des critères psychologiques. Ce qui est déjà en soi un choix, de dire en fait on va plus prendre en compte la partie risque de violence physique que la partie risque de violence psychologique, alors qu'on sait que les violences psychologiques doivent être au moins autant prises en compte que les violences physiques. Donc là, on connaît les règles qui ont été codées dans le système,
Mais il se trouve que des humains ont décidé d'accorder plus d'importance aux violences physiques aux critères physiques qu'aux critères psychologiques. Ce qui, en soi, entraîne des conséquences aussi et peut mener à des biais. Le deuxième exemple, qui est un exemple de... Donc là, c'était un exemple de design des règles. Et après, il y a un exemple de règles tout simple. En Autriche, il y a quelques années, il y avait un algorithme qui visait à identifier différents niveaux d'accompagnement, qui parmi les demandeuses et demandeurs d'emploi avaient besoin d'accompagnement en Autriche. Et une des règles était, si vous êtes une femme, vous êtes moins à même de retrouver un emploi, donc on fera moins d'efforts pour vous. Et c'était vraiment dans l'algorithme. Donc là, on voit bien que bon, ils ne font même pas semblant, malheureusement. Cet algorithme a été depuis retiré. Mais ça, c'est aussi un exemple c'est vraiment un choix, et ce n'est pas un choix qui a été fait par l'algorithme, c'est un choix qui a été fait par les humains. Ce n'est pas parce que dans la documentation dont on voit une capture d'écran, qui en plus est en allemand, mais il y a écrit, la documentation fait un peu mathématique, que ce choix n'a pas été fait par un humain. Ça, c'est très important de s'en souvenir. La deuxième chose dont je parlais, qui est utile pour tout ce qui est calcul des aides, c'est pour ça que je le mentionne ici, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon administrativo-numérique code is law. Donc, je vous passe le pourquoi du comment, mais en gros, l'idée, c'est les algorithmes de l'administration implémentent souvent des règles qui ont été déterminées par un processus législatif et qui sont dans la loi. Or, il y a quand même un enjeu de s'assurer que... Alors, quelqu'un a ouvert son micro. Donc, oui, il y a un enjeu de s'assurer que ce qui est dans le programme informatique est dans la loi et la même chose. Et là, l'exemple que je vais donner très rapidement, c'était l'exemple d'APB. Donc, en 2017, il y a eu un enjeu qui était on ne sait pas si l'algorithme d'APB respectait les dispositions du Code de l'éducation qui prévoyaient quels critères devaient être retenus pour attribuer des places à l'université des étudiants. Puisque les critères dans le Code de l'éducation, c'était distance géographique, situation familiale. Et en fait, la question, c'est comment est-ce que le programme informatique a-t-il déterminé ça? Et la réponse, c'était, en tout cas, comment les développeurs et développeuses ont-ils interprété cette loi ou ont-ils intégré ces critères dans le programme? Et suite à l'ouverture du code source, donc du code informatique de l'algorithme, on s'est rendu compte que, et les développeurs et développeuses l'avaient très bien documenté, on s'est rendu compte que la loi n'était pas assez précise pour être intégrée dans un programme informatique et que donc ils avaient dû faire des choix, indépendamment de la loi. Donc on voyait qu'il y avait un manque de respect du processus démocratique. Ça peut aussi être simplement des erreurs de programmation. Voilà, des lois qui sont très complexes, y compris la réglementation des aides sociales qui est extrêmement complexe et extrêmement fournie. Il y a un vrai enjeu de s'assurer que ce qui est dans le programme informatique correspond aux dispositions de la loi. Et ça, ce n'est pas forcément évident. Pour finir sur ces enjeux, les qui sont communs à tous les algorithmes que je voudrais rappeler une dernière fois, c'est qu'il y a toujours des choix humains. Donc ça implique un déplacement du pouvoir discrétionnaire. Alors, en fait, les choix sont maintenant au niveau du logiciel et plus au niveau de l'agent de guichet. Il y a un enjeu aussi de s'assurer que les agents qui sont aidés dans leur prise de décision puissent garder la main dans la prise de décision, puisque quand on se voit montrer un gros score de risque sur son écran ou des couleurs rouges ou des choses où en tout cas un programme nous dit cette personne est à risque de fraude et que les agents n'ont pas forcément conscience de comment cette information a été produite par l'algorithme, et c'est difficile aussi de s'en détacher et d'utiliser son expertise métier. Donc c'est une opacité à la fois technique et politique. On a parlé des risques de discrimination qui, dans les algorithmes de machine learning, se trouvent dans les données, notamment, mais pas que, mais notamment dans les données, et dans les systèmes de règles se trouvent dans les choix qui ont permis d'aboutir à des règles. Il y a aussi cette notion, souvent on l'oublie, on dit on va faire des algorithmes qui sont éthiques,
Mais la première question, c'est est-ce qu'on doit créer un algorithme ou pas? Parfois, un algorithme est plus dangereux quand il fonctionne que quand il ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est par exemple la reconnaissance faciale. Est-ce qu'on veut vraiment une reconnaissance faciale qui reconnaisse tout le monde ou bien pas de reconnaissance faciale du tout? Et puis aussi dans l'administration, ça, c'est un discours qu'on entend souvent, c'est que l'automatisation et cette notion d'automatisation est la seule solution face à un manque de moyens et un manque de ressources qui effectivement est avéré. Et du coup, cet algorithme est utilisé comme une solution technique à un problème qui est politique aussi, qui est, est-ce qu'on ne pourrait pas allouer des ressources un peu plus en amont? Et ça, c'est des questions qui ne sont pas techniques et qui sont en fait peut-être les plus importantes à se poser, et surtout au début, et qu'on a tendance à oublier et à prendre pour acquise et à dire, bon, maintenant qu'on a des algos, comment on les rend équitables ou je ne sais pas quoi? En fait, la question, c'est pourquoi on a des algorithmes dès le départ, et c'est vraiment une question importante à se poser. Alors, je pense que ça fait beaucoup d'informations, mais je vous fais un teasing, on va dire, je vous fais une petite bande-annonce qu'on pourra approfondir plus tard. Mais ensuite, je veux vraiment entendre vos questions et discuter. Je voulais juste faire un petit topo global sur le cadre légal des algorithmes publics. En fait, il y a 3 branches qui ont attrait aux algorithmes dans l'administration. Il y a des obligations qui sont liées au traitement de données personnelles. Donc ça, c'est la loi CNIL 2 ou le RGPD, Règlement européen, Règlement général à la protection des données, qui donc disent que des algorithmes qui traitent des données personnelles, quand une personne fait l'objet d'une décision prise par un algorithme qui traite des données personnelles, elle a le droit de demander des explications sur ça. Donc ça, c'est le premier type d'obligation. Ensuite, il y a des obligations liées à l'ouverture des codes sources. Alors ça, j'ai mis voir le guide d'Etalab, parce que Etalab, qui est donc une administration en charge de la politique open source dans l'État, a fait un très bon guide qui explique les obligations des administrations. Donc les codes sources, encore une fois, c'est vraiment la partie technique des algorithmes. Donc là, il y a des obligations spécifiques aussi. Et puis ensuite, on a vraiment, mais qui ne concernent pas que les algorithmes, qui concernent n'importe quel logiciel de l'administration. Et ensuite, on a les obligations qui sont relatives à la transparence des algorithmes, spécifiquement, qui là se trouvent dans le code des relations entre le public et l'administration. Et là, je vous ai fait des captures d'écran. Pareil, c'est un autre guide d'Etalab que j'ai coécrit, je le mentionne quand même, parce que je serai responsable des erreurs qu'il y a dedans, mais qui est à destination des administrations, moins des personnes extérieures, mais qui explique un petit peu le contexte, et qui a été aussi, on a formalisé la loi comme un algorithme, on a dit si alors. Donc, en fait, ce code, c'est un code qui régit toutes les relations entre l'administration et les citoyens et citoyennes et toutes les personnes privées et morales. Et il se trouve que les administrations, quand elles utilisent des algorithmes pour les aider dans des décisions ou pour prendre des décisions, donc ça peut être aussi des algorithmes d'aide à la décision, sont soumises à un certain nombre d'obligations, sont au nombre de 3. La première, c'est faire figurer une mention explicite. Donc ça veut dire que si vous recevez une notification de décision ou dans laquelle un algorithme a joué un rôle, normalement l'administration est obligée de le mentionner sur le document. Le Pôle emploi le fait déjà. La deuxième chose, c'est de fournir une information individuelle. Donc en fait, vous pouvez demander des informations sur comment cette décision a été prise si un algorithme était impliqué. Et la troisième, c'est les administrations, les grosses administrations, ont l'obligation de lister et de publier en ligne les règles définissant les principaux algorithmes qu'elles utilisent dans la prise de décision. Ça, c'est une loi qui est en vigueur depuis 2016. Voilà. Je le mentionne quand même. Sachant que, alors je le mentionne, c'est important pour notre histoire, il y a des exceptions à ces obligations, et notamment la lutte contre la fraude. Il y a aussi sécurité nationale, différents motifs qui permettent aux administrations d'être exemptées de ces obligations. Donc, il faut faire, voilà, il y a quand même des exceptions. Voilà, alors Valérie qui met dans le chat ce qui n'est pas toujours appliqué. Voilà, oui, je précise, donc cette loi existe depuis 2016.
voilà les obligations. Je ne me prononcerai pas. Vous avez peut-être des retours sur ces différentes choses. Et pour finir, alors je pense qu'on pourra y revenir. Et de toute façon, on vous enverra les diapositives. Mais il y a plein de questions que vous pouvez poser quand il s'agit d'algorithmes, pas de manière légale nécessairement, donc ce n'est pas forcément autour du cadre légal, mais c'est dans beaucoup de recommandations institutionnelles et aussi des questions que vous pouvez poser et à laquelle l'administration devrait pouvoir répondre même en interne pour questionner les algorithmes, notamment pourquoi le système a été implémenté, qui a été impliqué dans la construction de cet algorithme, quel rôle joue le système, comment les règles ont été établies, quelles sont les données qui ont été, à quel point le système est-il efficace, comment le système est-il corrigé en cas d'erreur. Donc tout ça, c'est des questions qui, si vous vous retrouviez en face de l'équipe qui a conçu et développé les algorithmes qui sont utilisés pour des prises de décision, c'est vrai être capable d'y répondre, et si elles ne sont pas capables d'y répondre, c'est problématique en réalité. Voilà, donc ça, de toute façon, je vous l'enverrai, vous pourrez parcourir, et je pense que ça fera l'objet aussi peut-être d'une publication en ligne pour vous guider, parce que c'est beaucoup d'informations. Mais c'est aussi un encouragement à dire, voilà, il n'y a pas besoin d'être technique pour pouvoir poser des questions sur les algorithmes. En résumé, c'est la fin. 5 choses à retenir. Les algorithmes ne sont pas nouveaux dans l'administration, mais il y a des nouvelles techniques qui font que leur utilisation est grandissante, des nouvelles techniques et des nouveaux contextes, notamment de réduction des ressources. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle souvent de machine learning, et ça entraîne des nouveaux enjeux. Pour autant, ces nouveaux enjeux ne doivent pas nous faire oublier que les algorithmes, même les plus simples, peuvent avoir des conséquences très importantes, voire plus importantes que des algorithmes plus complexes. Il y a aussi un cadre légal qui est censé garantir la transparence des décisions administratives. Et, encore une fois, pas besoin d'être technique pour parler de ce sujet, parce qu'on parle, comme d'habitude, de l'action administrative. Et ça concerne tout le monde. Et pas seulement les gens qui savent développer des algorithmes ou les comprendre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions après ce bombardement d'informations qui, j'espère, a été enrichissant? Alors, dans le chat, et Jean-Claude. Oui, tout à fait. Je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat. Vous pouvez aussi lever la main. Donc, Jean-Claude nous pose la question. Concrètement, ces obligations sont-elles compréhensibles pour le commun des mortels? Alors, les obligations... Oui, pour en clair, ça rejoint la dernière ligne du dernier slide. Là, pas besoin de s'y connaître en technique pour poser des questions. C'est vrai, sauf que les gens n'osent pas parce qu'ils n'y comprennent rien. Oui. Et même les obligations légales, elles sont incompréhensibles, de mon point de vue, par le Pékin moyen qui ne connaît rien en informatique. Donc, les gens se taisent et n'ont jamais accès à leurs droits réellement. D'autant plus que l'administration, en général, se débrouille pour donner le moins d'informations possible, même quand il y a obligation légale. Complètement. Alors ça, c'est... Donc oui, effectivement, en fait, la manière... C'est-à-dire que l'administration, en plus, va avoir tendance à avoir un langage de toute façon bureaucratique, auquel on ne va rien comprendre. Pour avoir été des deux côtés, c'est effectivement le cas, et c'est-à-dire que de dire il faut expliquer les principaux traitements algorithmiques, quand l'administration fournit une explication, ça ne veut pas forcément dire qu'on a compris. Alors, il y a un travail qui est fait dans l'administration pour accompagner les différentes institutions pour leur apprendre à mieux faire. Ce n'est pas gagné, mais l'enjeu quand même, moi je pense très sincèrement, ça c'est peut-être une conviction personnelle, que la présence d'obligations légales est là pour permettre aux citoyens et citoyennes d'exercer leurs droits. Donc, si l'obligation ne permet pas aux gens de questionner ce qui s'est passé, on est quand même sur un non-sens en termes de l'esprit de la loi. Et ça, pour moi, c'est l'un des nœuds du problème, effectivement, absolument. Tout à fait, en fait. Et je suis complètement d'accord avec vous. Ensuite, mais c'est aussi une invitation à dire,
si vous ne comprenez pas, c'est pas que vous n'avez pas assez de connaissances, mais je sais que vous le savez, mais vraiment, c'est de dire, généralement, si vous ne comprenez pas, c'est que ça n'a pas été bien expliqué, quoi. Parce que c'est pas compliqué, normalement. Si c'est compliqué, c'est dangereux. Ensuite, Valérie qui pose la question, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a par nature discrimination dès lors qu'il existe des scores de risque? Est-ce que Valérie, tu peux préciser ta question, s'il te plaît? Oui, j'ai le micro, c'est bon, excuse-moi, je vérifie. Dès lors qu'on dit, qu'on donne comme critère qu'une maman célibataire ou une personne habitant dans tel quartier ou de telle origine a plus de chances d'être contrôlée qu'une autre, je parle ici de la CAF, Oui. je me demande si c'est discriminant par nature, en fait. Alors, ce qui est sûr, c'est que le fait d'attribuer des scores de risque sur la base de critères et de comportements, donc le fait de mettre des gens dans des catégories, à chaque fois qu'il y a une attribution de score de risque, il y a un processus de catégorisation. Ouais. Et ça, c'est clair. Et après, est-ce que c'est par nature discriminant? Discriminant, ça voudrait... Alors, si on reprend la définition légale, est-ce que les gens qui sont formés en discrimination sont là, je ne sais pas, mais en gros, l'idée, c'est que dans la discrimination, on a une différence de traitement par rapport à des critères spécifiques, dont le genre, l'origine géographique, etc., etc. Et en ce sens, la catégorisation peut être discriminante si la catégorisation est faite sur la base de ces critères. Mais voilà. Mais du coup, je pense qu'il y a toujours une pente glissante du fait du système de scoring, mais la discrimination doit quand même être démontrée. Parce que tu pourrais dire aussi, finalement, par exemple, des critères qui ne sont pas discriminants, ça pourrait être, j'en sais rien, je veux pas, alors j'invente complètement, hein, ne retenez pas ça contre moi, mais ça peut être non, j'ai pas envie de m'avancer. Mais ça va pas forcément être sur la base du genre, de l'origine géographique, ça va pouvoir être, je sais pas, changement très fréquent de métier. En soi, c'est pas discriminant, on n'est pas sur un des critères qui font de la discrimination. Après, ça peut être des discriminations indirectes, mais c'est un autre sujet. Oublie de déclarer ses ressources régulièrement. Ouais, oublie de déclarer ses ressources régulièrement. Voilà, là, enfin, en tout cas, ce critère tel qu'il est formulé comme ça, c'est pas, je pense pas que ça soit une discrimination. C'est une catégorisation, mais pas une discrimination. Mais je veux pas trop m'avancer parce que voilà. Non, mais t'inquiète pas, il y a Muriel et Anne-Mine aussi qui voulaient poser des questions. Oui, avec plaisir. Muriel. Je me lance. Merci, oui, parfait. Alors, donc Muriel, hein. Moi j'avais en fait une réaction et deux questions, je dirais. Enfin, la réaction c'est aussi une question, mais c'est toujours par rapport à cette question de discrimination indirecte par rapport aux boucles de rétroaction. Moi je me demandais s'il y avait juste, enfin, je trouve que rien que dans le principe, on se dit que c'est impossible à éviter puisque c'est tout ce qui a déjà été se renforce. Donc par définition, enfin, il y a presque par définition une discrimination indirecte dans les boucles de rétroaction, me semble-t-il, là comme ça, enfin sans avoir approfondi quoi. Oui. Et puis mes deux questions, en fait, c'est plutôt par rapport à la question de la transparence. Parce que autant théoriquement ou légalement, je comprends qu'on puisse se dire c'est pas compliqué de contrôler un code, mais par contre, dans la réalité, ça me paraît extrêmement compliqué. Parce que déjà, parce que si c'est en code machine, encore faut-il avoir accès aux sources, avoir la capacité technique de comprendre ce que fait le code, etc. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est si l'obligation de transparence s'applique aussi aux sous-traitants. Parce que c'est quand même très souvent des sociétés de services informatiques qui développent et qui vont opposer de toute façon le secret des affaires. Donc je ne vois pas quels sont les leviers concrets qui permettraient d'aller contrôler ce que fait le code, quoi. Tout à fait. Alors, du coup, pour répondre à la première question qui était sur les boucles de rétroaction, en fait, il y a des moyens de le faire
par exemple, de se dire, bon, bah, dans la pile de dossiers, mettons que ça soit un outil de classification des dossiers ou de priorisation des dossiers, dans la pile de dossiers qui va être remontée aux personnes chargées de contrôler, eh ben, on va mettre des dossiers qui n'ont pas été identifiés comme à risque par l'algorithme. En fait, ça peut, en gros, c'est des manières de compléter l'algorithme. Donc, ça va pouvoir dire, bah, du coup, l'algorithme va effectivement identifier des dossiers dans certaines zones, et puis il y en a d'autres qui vont être identifiés dans d'autres zones, et ça va nous permettre de vérifier aussi ces zones-là. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Et l'idée, en gros, l'idée, c'est que ces boucles, elles sont très dangereuses si les personnes qui conçoivent l'algorithme n'ont pas conscience des enjeux. Voilà. Et du coup, c'est à elles de mitiger ces risques-là et d'expliquer justement comment elles évitent de s'acharner sur une certaine zone et d'éviter ces boucles. Et aussi, l'autre chose, c'est que les boucles de rétroaction, il y a un autre terme qui est plus... Enfin, il y a une utilisation qui est du terme qui est plus précise, qui est c'est des algorithmes qui vont apprendre des résultats qu'ils donnent eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment codé dans l'algorithme que l'algorithme va continuer à évoluer au fur et à mesure. Ça, c'est pas automatique non plus. On peut choisir de faire évoluer l'algorithme par ailleurs. Et donc là, la boucle de rétroaction est moins automatique. Mais bien sûr, c'est un risque énorme. C'est un risque énorme. Et la deuxième chose sur la transparence, alors oui, donc la première, c'est que effectivement l'ouverture, ce qu'on va appeler l'ouverture du code source, donc toute la partie informatique, elle est réservée à des personnes techniques. Donc c'est clairement pas c'est une étape nécessaire, mais pas suffisante. Et d'ailleurs, les obligations de transparence des algorithmes, elles vont au-delà de ça, puisqu'il faut expliquer dans un langage compréhensible. Donc en fait, on n'est pas sur uniquement ouvrir le code source. En revanche, ouvrir le code source peut être utile, notamment pour vérifier la correspondance du texte informatique avec le texte de loi. Et j'ai oublié la dernière partie de ta question. Je ne sais plus. Mais la réponse courte, c'est oui. Enfin, il faut la transparence. C'est la transparence pour qui? Si c'est que la transparence pour des personnes qui sont douées en informatique, on n'est pas sûr de la transparence totale, quoi. Ah oui, c'était sur les sous-traitants. C'était sur les sous-traitants, voilà. Oui. Alors du coup, en fait, donc il y a les questions de propriété intellectuelle, mais qui là vont toucher potentiellement les ressorts techniques. Mais à la fin, les obligations, elles s'appliquent aux administrations. Donc si les administrations doivent être en mesure d'obtenir de leurs sous-traitants des explications sur les prises de décision. Même si, par exemple, on ne peut pas, pour le coup, ouvrir la partie technique, rendre transparente la partie technique des algorithmes, parce qu'il y a des enjeux de propriété intellectuelle, l'administration ne peut pas dire c'est une entreprise qui a développé, nous ne savons pas du tout les règles qui ont été employées, et nous ne pouvons pas du tout vous expliquer comment la décision a été prise. Donc, effectivement, il y a des enjeux de propriété intellectuelle qui sont importants, mais c'est normalement à l'administration de prendre ses responsabilités pour respecter les obligations qui s'appliquent à elle. Et pour le coup, il n'y a pas d'exception de si l'algorithme a été développé en interne ou par une entreprise. Et les sous-traitants ont justement bien conscience des enjeux. Alors, c'est une bonne question, Valérie. C'est une très bonne question. Moi, je l'aurais aussi. Oui, bien sûr. Non, mais je suis en train de me poser la question moi-même. Moi, je pense aussi que les administrations sont-elles aussi conscientes que ça ne pèse pas sur les sous-traitants, enfin, pas que sous les sous-traitants, en fait. Et comment est-ce qu'on intègre ça au début, y compris dans la commande publique? C'est une vraie question. Oui, on peut peut-être enlever le passage d'écran. Voilà, oui, j'enlève mon truc. Comme ça, vous pouvez vous voir. C'est beaucoup mieux. Il y a Aline qui attend un moment. Désolée, je n'ai pas votre prénom, du coup. Ah oui, c'est de moi qu'il s'agit. Hélène. Hélène. Ah ben Hélène. Oui, voilà, moi la question que je pose, c'est quand, alors faire figurer, il faut l'obligation de faire figurer une mention explicite. Moi, ce que je vois, c'est que les personnes que j'accompagne, elles reçoivent des courriers de la CAF avec écrit en gros qu'elles sont fraudeuses, avec des sommes faramineuses à rembourser.
Et en fait, quand ensuite on enclenche un processus de… Alors, par exemple, au début, elle s'appelle par exemple quelqu'un à la CAF. Alors, quelqu'un à la CAF, par exemple, va leur répondre plusieurs fois « Ah, on n'est pas au courant, c'est l'ordinateur qui l'a envoyé ». Donc, les personnes ne sont pas au courant. Hein. Ensuite, on arrive à avoir un rendez-vous. Alors, moi, je ne suis pas présente physiquement, mais je suis présente par téléphone. Donc, les personnes vont à un rendez-vous avec la CAF. Donc là, elles n'y comprennent rien la plupart du temps. Elles ne sont pas capables de répondre aux questions qu'on pose. C'est mais d'où ça vient? Donnez-nous des explications. D'où il vient cette somme trop perçue? Mais du coup, ça dure. Là, par exemple, pour une dame, ça dure depuis 2 ans. Donc, en fait, qu'est-ce que nous, on a comme… Parce que là, l'obligation de faire figurer une mention explicite. C'est évident que s'il y a des millions de lettres qui sont envoyées, les salariés de la CAF, ils ne sont pas en capacité de répondre à tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a comme moyen face à cette avalanche d'algorithmes qui prennent des décisions, enfin, des décisions sont prises? Comment nous, quand on est sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait pour faire avancer? C'est dramatique, en fait, voilà. Merci. Mais merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense que on arrive au cœur du sujet, en fait. Moi, j'ai présenté dans la théorie le machin, alors c'est bien beau, mais en fait, sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? Et à part brandir le code des relations entre le public et l'administration, je pense que ça n'a jamais été utile pour personne de montrer un texte de loi comme ça à quelqu'un. Et c'est là aussi où je pense que je reviens à ce que je disais au début. Dans cette session aujourd'hui, on n'est pas sur le comment concrètement on peut se battre directement, parce que j'ai pas encore assez d'éléments et je pense que c'est ce à quoi Changer de Cap œuvre aussi. Moi, j'aurais tendance à dire, et je sais bien que vous le faites déjà en fait, et que ça ne mène nulle part, mais en fait quand un agent dit on ne sait pas, c'est l'ordinateur qui nous a dit quelque chose, en fait, ça, c'est pas une réponse acceptable. Mais je sais très bien qu'on est dans une situation de déséquilibre des pouvoirs qui est telle que de dire c'est pas acceptable comme explication, ça ne vaut pas. Moi, du coup, je vous avoue, peut-être il y a des partagés d'ailleurs qui sont plus utiles que ce que je dis, mais en fait, je pense que oui, il faut trouver des moyens de reprendre le contrôle et de se dire aussi que les agents de la CAF, je pense, sont aussi perdus par rapport à ça. Et ça, c'est aussi très, très problématique. En fait, on n'est pas censé ne pas maîtriser les outils qu'on utilise. Et donc, sur des cas individuels, je ne vois pas là tout de suite la formule magique. Je pense qu'il n'y en a pas. Mais pour moi, ça implique juste de se dire, mais en fait, normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. Et les agents, les agents n'ont pas la liberté de répondre. Mais ça aussi, c'est extrêmement problématique. Logiquement, ils ont le pouvoir de stopper les violences informatiques. Ouais. Oui, alors, c'est vraiment une politique qui est menée sciemment par, pas seulement la direction de la CAF, mais par le gouvernement, parce que c'est vrai dans toutes les administrations, ça. Et la numérisation poursuivie et à marche forcée, sans formation des personnels et sans présence physique suffisante dans les services, pose un véritable problème. Donc, ça va au-delà, parce que quand les agents disent « c'est pas moi, c'est l'ordinateur », des fois, c'est pour se dégager de toute responsabilité, mais c'est souvent vrai, ils ne maîtrisent pas. Parce qu'ils n'ont pas la formation et parce qu'ils n'ont pas les éléments et parce qu'on leur interdit aussi de le faire. Donc, il faut qu'on arrive à trouver, y compris en tant que Changer de Cap, le type de revendication pour casser ce processus-là, qui est volontairement mis en place dans toutes les administrations. Oui, oui, alors si je… Oui, pardon, allez-y. Vas-y. Oui, là, je pense qu'il faut faire le lien avec le groupe juridique qui s'est constitué, avec des juristes et des avocats qui s'est réuni il y a une dizaine de jours. Et on a vu qu'une des clés est de pouvoir s'appuyer sur des témoignages précis. Hein. Ce que disait Hélène tout à l'heure est tout à fait significatif. Il faut qu'on ait des témoignages extrêmement clair et précis. Je sais que tu en as déjà fourni, Hélène. Hein. C'est pas… de pouvoir
les analyser et multiplier les recours en s'appuyant sur en aidant les gens à les déposer. La difficulté, c'est de trouver des gens qui sont prêts à aller au bout de la démarche, parce que bien souvent, étant dans le besoin, étant dans la difficulté, étant dans un déséquilibre de l'information, les gens abandonnent assez vite dès lors qu'ils ont obtenu un tout petit quelque chose par rapport à leur demande. Donc, il faut faire l'articulation entre la connaissance des règles que tu nous apportes, Soisy, que c'est très, très important, et puis le travail sur les témoignages, et enfin, les possibilités qu'on a d'agir soit au tribunal administratif, soit au pénal. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on mette en place. Mais ça va nous demander du temps, on ne va pas faire ça dans les 8 jours. Non, mais effectivement, ça se traduit quand même dans des… Mais je pense que c'est ça, c'est comment on mutualise, comment on trouve les canaux. Et il y a aussi autre chose, c'est que il y a bien sûr le côté lutte contre la fraude, où là, il y a toutes les exceptions. Mais il y a aussi la partie calcul des aides, qui là ne relève pas de la lutte contre la fraude. Donc, on pourrait se poser la question aussi de est-ce que ça pourrait pas être… est-ce que il ne pourrait pas y avoir plus de transparence sur la manière dont les aides sont calculées, ce qui justifie les trop perçus et oui, et ce que je voulais mentionner aussi, juste pour rebondir sur ce que Jean-Claude disait, les agents ne sont pas formés et aussi l'information n'est pas forcément donnée par le programme informatique. En tout cas, ça, c'est contre… On a un témoignage des syndicats de la CAF, du Doubs, qui se plaignent, qui décrivent comment les programmes, c'est sur les aides au logement, comment le programme a été modifié par un bureau d'études extérieur. Alors, je ne sais pas, quel bureau d'études, mais le bureau d'études est reparti, ne leur a pas laissé les clés du camion, si on peut dire, et donc se trouve complètement démunis face à des erreurs qui se répètent, obligés de refaire les calculs à la main, multipliant les retards et les erreurs. Donc, on est face à une administration qui est un petit peu en perdition aussi dans certains cas. C'est pas, et je pense qu'il faut distinguer l'acharnement de certains contrôleurs, de certains services juridiques à qui on a donné comme injonction de gagner et de gagner de l'argent, et la masse des agents de la CAF qui doivent gérer comme ils peuvent et avec qui il faut qu'on établisse des liens. Et donc, je pense qu'il y a un combat commun à mener avec les syndicats. Bien sûr. Un combat commun, et puis il faut qu'on traite, Didier, dans l'avenir assez vite, cette histoire de bureau d'études. Parce que le bureau d'études, il part avec ses données au nom du secret des affaires. Oui. Et c'est vraiment problématique parce que jamais on n'y arrivera. Or, moi, j'ai connu une période où dans l'administration, il y avait des compétences informatiques. Bien sûr. Et elles ont disparu. Alors, ils sont en train d'essayer de les remettre. Dans le ministère où je travaillais, quand on avait un problème, on appelait le service informatique, les gens venaient, c'était des fonctionnaires ou des contractuels, mais des agents employés par l'administration. Aujourd'hui, c'est sous-traité. Le sous-traitant, il ne vient plus parce qu'il est payé, ou quand il vient, il ne fait rien, il repart. Ça fait une intervention, il est payé à l'intervention et jamais les problèmes ne sont réglés. Et les agents s'en plaignent. Tout à fait. Non, mais tout à… Il y a de l'intérieur et de l'extérieur. Il faut qu'on arrive à articuler ça. Bien sûr, bien sûr. Je ne veux pas vous couper, mais il y a Jean qui lève la main depuis un bon moment. Oui. Merci, je suis sage, comme vous le voyez. Je suis sage et j'attends mon co-tour patiemment, comme dans les files d'attente de la CAF. Oui, hors bêtise de ma part, je vois plusieurs choses. Un, il faut démystifier, même entre nous, un algorithme, il se trompe, et un algorithme fait ce qu'on a théoriquement essayé de lui faire faire, mais faire de la preuve de programme, c'est ma partie, c'est quelque chose de compliqué. Faire de la preuve de programme sur des programmes d'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui, ça patauge dans la semoule. Donc, c'est une première chose, et ça donne un argument quand on rencontre un agent qui dit « Ah, c'est l'ordinateur qui dit ça », on peut tout à fait lui dire « Mais vous n'avez pas en souvenir des fois où votre ordinateur s'est trompé ?»
Et ça va le rappeler sur quelque chose. On ne va pas avoir un discours théorique général sur… mais rappeler, essayer de faire passer l'idée, non pas c'est la vérité vraie parce que la machine l'a dit, mais rappeler que c'est un choix de ce qui a été implémenté, que deuxièmement, la machine, elle se gourre. Et ça me paraît essentiel et les gens l'ont tous vécu sur divers trucs. Deuxième élément, il ne faut pas croire que ça soit compliqué. Je pense qu'il y a évidemment, il y a des niveaux de compréhension qui sont variables, mais donner les principes généraux d'un algorithme, c'est possible. Et confère le livre de Patino, et si tu peux réagir là-dessus et me dire ce que tu penses sur les algorithmes, et voir quel est l'effet d'un algorithme. Apprécier l'algorithme pas par rapport à son code, mais par rapport à ses effets, paraît aussi une revendication qui est possible. On le fait tourner, on voit, et on regarde, nous citoyens, on peut regarder par rapport à ça. Ce qu'il est important, vous avez parlé de formation des agents, je pense tout à fait, mais attention, et si c'est formé à appuyer sur la bonne touche quand l'écran lui demande d'appuyer sur la bonne touche, ça le rend encore plus sujet et être tributaire, être un exécutant de la machine. La formation est une formation critique, une formation qui lui permet de comprendre et d'évaluer si la machine a dit quelque chose de plausible ou pas plausible et comment il peut reprendre la main. Et cette revendication qui n'est pas être formé, mais de pouvoir garder la main sur la machine, je l'ai vu sur une mission que j'ai faite sur la SNCF, est quelque chose d'absolument essentiel qu'on doit porter, qui évite le face-à-face entre les usagers ou les bénéficiaires et l'administration et l'autre. Troisième chose, et je me tairai, c'est le fait que ce n'est pas que dans l'administration. Allez voir votre banquier. Si vous pensez qu'il comprend quelque chose, pourquoi il vous propose un prêt immobilier ou un prêt consommation à tel truc ou à telle autre chose, il ne comprend, il est absolument en dépendance de ce qu'on lui dit, et c'est quelque chose que les gens vivent mal parce qu'ils ont l'impression de robot. Alors quand je m'énerve, je dis à se comporter comme un robot, vous serez remplacé par des robots, mais c'est un peu violent, mais malheureusement c'est vrai pour pas mal de gens, et vous m'excusez, mais d'avoir été un chouïa long. Non, merci beaucoup, ça résume extrêmement bien des pistes d'action. Et pour rebondir, je pense aussi que la démystification de ce sujet et le fait de se redire qu'un algorithme n'est pas infaillible, il fait juste ce qu'on lui demande de faire ou ce qu'on lui a appris à faire, donc qu'il peut se tromper et qu'il est faillible. Ça, c'est des choses que certains agents et certains et certaines agents ne savent pas non plus. Donc je pense que c'est pour ça que le combat doit être commun. Et le fait de s'auto-disqualifier aussi, de dire je ne comprends pas parce que c'est de l'informatique et c'est trop compliqué, ça c'est tout à fait normal, compréhensible, mais c'est ce contre quoi on doit se battre. Je vois qu'il est 37, mais il y a peut-être Muriel qui a une dernière question. J'ai envie de… Oui, Muriel. En fait, c'était pour répondre à une question de Valérie qui me demandait de préciser sur ce que j'entendais par restructuration. En fait, c'est à la CAF du 93, on a accompagné quelqu'un relativement récemment. Et donc, en fait, déjà à l'accueil, il était relativement impossible d'avoir un rendez-vous concret. C'était pour une ouverture de droit dans un dossier ultra compliqué, mais avec… ça accessible à l'agent d'accueil. Et donc, lui, déjà, ne pouvait pas accéder au dossier. Et donc, il nous a fait une énorme faveur, c'est qu'on puisse voir un gestionnaire de droit, sauf qu'en fait, quand on est arrivé, ce n'était pas du tout un gestionnaire de droit, c'était quelqu'un qui avait un quart d'heure montre en main pour répondre aux allocataires et qui expliquait qu'avant, ils traitaient sur place parce qu'ils avaient le temps et qu'ils avaient les moyens d'accéder, qu'on les laissait accéder à l'ordinateur, mais que maintenant… au dossier, je veux dire, des allocataires, mais que maintenant, il y avait des espaces, je crois que ça s'appelait des services thématiques, elle disait ça, et que par exemple, là, c'était pour une histoire d'AH, que l'AH, elle n'était plus traitée sur place à la CAF, et c'était, on ne savait plus où, dans un autre service, et donc, en fait, le problème de cette restructuration, c'est que les gens croient s'adresser à des gestionnaires de droit, alors qu'en fait, ce ne sont plus des gestionnaires de droit, et qu'on est dans une espèce comme ça
on vide de l'intérieur. D'abord, on déqualifie les agents, on les vide, on les remplace aussi souvent par des contrats précaires, donc qui n'ont pas l'expertise métier. Mais là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Elle avait l'air de connaître le métier, mais sauf qu'elle n'avait pas ni le temps ni l'autorisation de faire son métier. Donc ça, c'était la première chose. Et par rapport à la question des menaces, c'est qu'il y a quelques années, bon, quand il y avait un dossier un peu compliqué, on pouvait interroger des syndicalistes, ils pouvaient regarder, etc. Maintenant, ils sont tracés et donc avec un peu des menaces de licenciement à la clé quand même. Donc, du coup, il y a même plus de possibilité de contourner les plans de restructuration. Voilà, c'était ça que l'expérience de terrain. Et je pense que merci beaucoup pour ces expériences, enfin ce témoignage d'expérience. Et je pense que ça met aussi le doigt sur le fait que les algorithmes, quand on parle d'algorithmes, ne sont jamais décorrélés du contexte politique, hiérarchique, de l'administration. Donc, on est à la fois dans le côté numérisation, automatisation des choses, et puis d'autres pratiques qui viennent renforcer ces effets ou qui viennent les empirer ou en parallèle. Et c'est ça aussi qui est très difficile dans ce dossier, c'est qu'il y a tout qui est mêlé, quoi. Comme tout le temps, hein, mais je pense qu'il ne faut pas l'oublier non plus, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'algorithmes, mais en fait, quand on s'en décentre, on voit bien que ce n'est pas l'unique problème. C'est pas le problème racine, quoi. Il y a Louise qui dit quelque chose et après il est 16h40. Alors j'ai pris plus de temps que prévu, c'est pas à mon habitude, donc on pourra juste peut-être finir sur les prochaines étapes. Donc Louise qui dit on assiste à une invisibilisation de la hiérarchie dans la prise de décision, masquée par l'utilisation de logiciels qui seraient soi-disant propices à une certaine horizontalité au sein des administrations. Oui. Et aussi cette injonction d'efficacité en disant, l'élément de discours aussi qu'on entend souvent, c'est les agents auront plus de temps pour se consacrer aux cas complexes. Voilà, bon. Je ne suis pas sûre. Et Fabrice qui parle aussi de suspicion, et j'en profite pour remercier Fabrice qui m'a corrigé, qui m'a dit qu'on ne dit pas aide, on dit droit, et je retiens, c'est très important. Je vous présente mes excuses pour cet abus de langage. Du coup, il est 16h41. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre participation et de votre écoute. J'espère que ça vous a été utile, au moins dans une certaine mesure. Je me tiens à votre disposition s'il y a des choses que vous souhaitez qu'on approfondisse ensemble ou pas ensemble. Vraiment, n'hésitez pas. Donc, Valérie avait reposté l'adresse mail de Changer de Cap. Si vous avez envie qu'on poursuive cette discussion, ça serait avec grand, grand plaisir. Et peut-être s'il y a d'autres choses que vous voulez que je prépare pour continuer à éclairer le sujet comme moi je peux, ce sera avec grand, grand plaisir. Et merci aussi pour tout le travail que vous menez sur le terrain, qui est quand même hyper important. Merci beaucoup à toi, Basique. Merci, et puis merci à tout le monde d'être venu. Ça fait extrêmement plaisir de pouvoir organiser des moments comme ça pour approfondir ces questions, et ça donne de l'espoir. Merci.